Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Quelle semaine les amis. Je suis content, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire cet épisode aujourd'hui. Il fera forcément moins d'une heure parce que j'ai une heure dans mon emploi du temps pour le faire. Si je peux finir avant, ce serait mieux, même si je vais pas me presser, mais disons que je vais profiter de ce temps raccourci, même si un podcast d'une heure c'est acceptable, pour échanger les idées directement. Je trouve que j'ai une tendance naturelle à tourner autour du pot. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est appréciable, si ça permet de paraphraser pour faire comprendre des choses. En tout cas, moi, quand je m'entends parler, j'ai tendance à me dire que c'est bon, l'idée est passée, il faut arrêter. Peut-être que arrêter ça, ça me ferait perdre en clarté, parce que des proches me disent que je suis assez clair et peut-être que c'est grâce à ma manière de paraphraser et réexpliquer les choses pour bien être sûr que la personne ait compris, qui fait que je suis compréhensible. Mais voilà, j'estime que des fois c'est trop. Et c'est un petit peu une mise en abîme parce que je suis un petit peu en train de le faire. Nous allons nous arrêter sur cette introduction. Je suis content d'échanger. Je prépare de moins en moins les podcasts. C'est-à-dire que là, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai mon carnet que j'ai repris en main, ça fait plaisir. Mais justement, d'habitude, je le relis, je reprends de nouvelles notes et je me dis, ok, je vais dire ça. Là, j'ai pris mon carnet tel quel, un résumé de ma semaine, et je le porte sous mes yeux pour essayer d'échanger. Donc, on est de plus en plus en freestyle. Est-ce que c'est un manque d'attention ou est-ce que c'est un gain de compétences et d'aisance sur l'exercice? Je ne sais pas, nous verrons par le futur ce que ça pourra me donner comme résultat. Ce que je peux continuer de dire en introduction, c'est que ma note de ma semaine est très bonne. Je ne l'ai même pas calculé, mais globalement, j'ai 2 points en moins sur une note à 11. Et en fait, donc je suis entre 9 et 10. Et j'ai envie de me noter 10 sur 10 pour les ressentis. Parce que beaucoup de choses se sont passées cette semaine, beaucoup de déblocages surtout, parfois psychologiques et parfois juste en tant que projet, ou même si j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose de plus, je vois de l'avenir et de l'espoir dans les projets et ça fait vraiment du bien. Et on va commencer par expliquer pourquoi sur le sujet thèse. Alors pour ce qui est de la thèse, je m'étais donné pour objectif de avancer sur mon article, toujours un petit peu dans la mouvance un article, une formation. Donc là, j'ai mis un accent sur l'article numéro 2, analyse des mesures de la confiance dans la littérature. J'ai bien avancé sur les résultats et c'est intéressant. Je vois que je vais défendre vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent dans la confiance. Comment c'est défini, remettre en avant les problématiques d'incohérence tout simplement, que ce soit entre auteurs, inter-auteurs ou intra-auteurs, c'est-à-dire que les mêmes auteurs proposent pas des mesures de la confiance qui soient alignées à comment ils la définissent. Et en général, il y a un consensus implicite. On dit qu'il n'y a pas de consensus explicite, mais moi, mon point de vue, c'est qu'il y a un consensus explicite, implicite, justement, et j'aimerais dire, bah voilà, on dit que la littérature sur la confiance, c'est compliqué, mais peut-être qu'il y a finalement un espèce d'accord où tous les chercheurs ont, sans trop le savoir, avancé dans un même sens, et moi, j'ai l'impression de voir ce sens-là, et du coup, j'aimerais bien le mettre en avant. En tout cas, c'est quelque chose de très voilà, critique de la littérature, psychologie fondamentale, qu'est-ce que la confiance, comment on la mesure, quelles sont ses dimensions, qui m'intéresse énormément en fait. C'est un petit peu mon rêve de lycéen de faire ça. Je fais la psychologie fondamentale, vraiment en essayant de remettre à plat sur les bases les plus strictes ce qu'est la confiance. Et j'avance bien sur cet article, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le soumettre et puis de le publier. Et donc, j'ai avancé sur les résultats de cet article-là. Et je devais, à côté, en soumettre une version réduite pour une journée, la journée internationale, ou nationale, la journée nationale.
c'est une journée nationale interdisciplinaire, j'essaie de me rappeler. Et en fait, c'est sur l'éthique, la confiance et la santé. Donc c'est clairement dans mon champ de thèse, dans les sujets qui m'intéressent. Donc dans tous les cas, j'ai prévu d'y aller. Ça, c'est quelque chose qui est important, que ce soit pour le réseau. Enfin, le réseau, ça peut être vu de manière très euh, opportuniste, malveillante, mais c'est pas du tout malveillant dans ma bouche. C'est vraiment, c'est même, j'ai hâte d'en fait rencontrer des gens qui peut-être travaillent sur la confiance, pouvoir discuter, travailler ensemble. Là, c'est vraiment intellectuellement, j'ai hâte de trouver des chercheurs qui travaillent et qui s'embêtent sur ce concept de confiance parce que ils sont rares et je peux pas discuter avec grand monde sur ce sujet-là précisément et quand on va dans les détails théoriques. Donc ouais, limite hâte de rencontrer les gens et puis de voir qui parle de la confiance en santé et comment. Donc il y a eu un travail d'explicitation pour fournir un résumé de cet article numéro 2 où bah, c'est un petit peu comme j'ai déjà expliqué dans des précédents podcasts. On produit un résumé sur une feuille A4. Là, ils fournissent un template, donc en gros un Word avec déjà une mise en forme prédéfinie où ils nous indiquent qu'ils veulent que le titre soit de telle manière, que les informations soient de telle manière. Et on fournit un résumé d'environ une page. Donc c'est pas compliqué, même si il faut que les auteurs, les co-auteurs soient d'accord. Et puis il faut vendre un petit peu son article, le mettre en avant sans aller à l'encontre de la vérité de ce qu'on met. Donc c'est toujours bien enrobé, mais pas mentir. C'est un peu la manière de faire du bon marketing, c'est-à-dire qu'on a un bon produit et on le vend bien, mais il ne faut pas totalement transformer et mentir sur le produit qu'on a. Donc voilà, là j'ai mis un petit attrait un peu plus fort sur le milieu de la santé, ce qui n'est pas faux, justement, ça fait partie juste d'une stratégie de quelles idées je mets en avant. Parce qu'en fait, les articles qui ont été sélectionnés pour cette revue de littérature, globalement ça reste une revue de littérature qualitative, eh bien là, il y a plus de 60% qui sont en médecine. Et donc je me suis intéressé à la manière dont on mesure la confiance entre deux personnes dans tous les domaines que je peux trouver dans la littérature. Et en fait, il s'avère qu'une grande majorité des outils qui sont créés appartiennent au domaine médical. Et donc j'ai mis en avant que bah, finalement ce qu'on comprend de la confiance, c'est aussi voir surtout ce qu'on comprend de la confiance dans le milieu médical et entre le médecin et le patient, parce que c'est un des domaines les plus dans lesquels il y a plus de création d'échelle. Donc, est-ce que c'est les plus importants je ne sais pas, mais la manière précise de le dire, c'est de dire que là où on veut le plus mesurer la confiance entre deux personnes, c'est en médecine. Et du coup, étant donné que c'est dans le champ de la santé, cette journée internationale, et que c'est le sujet de ma thèse, j'ai remis un petit peu en avant ces résultats-là. Et puis sinon, bah, voilà, explication de, de- d'une petite base théorique, surtout de l'objectif de recherche, les questions, la méthode, et puis quelques résultats. Un résumé scientifique classique si vous avez déjà l'habitude d'en lire. Donc ça a été soumis. Tout ça n'a pas pris énormément de temps, mais en fait, je suis très content en ce moment. Je suis dans une période où je sens que je travaille que sur les choses importantes. C'est-à-dire que j'ai viré beaucoup de choses administratives ou alors que j'arrive à les faire rapidement, arrêter de procrastiner parce que tant qu'on a en tête, on envoie les mails par exemple. Et du coup, j'ai vraiment 90%, 80% de mon temps qui est sur les tâches qui doivent me faire avancer, soit qui me font avancer dans ma thèse, soit qui me font avancer dans son financement. Et donc là, ça fait vraiment du bien d'avancer. On y est en fait sur les récompenses des efforts. Je suis un peu, je me fais surprendre au fait que la récompense c'est pas la finalité, mais c'est aussi avancer les étapes. Du coup, ce qui m'embêtait, c'était peut-être plus de me sentir un peu freiné dans une étape et de pas réussir à passer la supplémentaire et pas forcément d'attendre à être publié tout de suite parce que c'est si on attend la publication, c'est un objectif trop long pour être motivé tous les jours. Mais voilà, là il y a une étape qui est passée, c'est-à-dire que j'ai tout bien ce que je veux dire en tête. J'ai quasiment fini les résultats, j'aurai fini la semaine prochaine et je vais pouvoir passer la discussion et là ça va être intéressant parce que en fait les résultats je dis il y a X% qui définissent comme ça, on peut voir que dans les définitions il y a beaucoup cette idée-là qui est mise en avant, celle-ci et à la discussion je vais pouvoir dire bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut critiquer le nombre d'articles qui définissent la confiance comme ça, parce que dans la littérature, on voit que ça.
On peut se dire que là, il y a des incohérences par rapport à ce qu'on a levé. Voici ce qu'on peut préconiser. Préconiser, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais voici la position qu'on peut avoir par rapport à cette analyse et la conclusion critique qu'on peut en faire. Et ça, c'est super intéressant. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime intellectuellement dans la recherche. C'est la critique, parce que finalement, la science, c'est qu'une succession de critiques des étapes précédentes. Donc un jour, je serai critiqué, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ma critique peut faire avancer notre compréhension de la confiance. Et ça me stimule intellectuellement, tout simplement. Donc je me vois travailler comme j'espérais travailler. Je suis chez moi, dans mon petit bureau, à essayer de redéfinir un concept super abstrait et essayer de trouver la vérité. Car peut-être que je ferai un podcast spécial, mais je crois en la vérité, en une vérité en tout cas, absolue. Je crois pas être capable de la trouver, mais je crois être capable de participer à ce que l'humanité tende vers la vérité. Euh, je pense que c'est un objectif qui est joli à atteindre en tout cas. Voilà, on est parti un petit peu en philosophie des sciences, mais c'est ma position en tout cas, c'est une croyance, je suis prêt à l'admettre, mais qui m'anime et qui me fait euh, qui me motive à faire de la recherche, c'est que j'aimerais comprendre et comprendre quelque chose qui existe, et si ça existe, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est ma philosophie vis-à-vis du côté thèse. Ça me fait du bien de vous repartager un petit peu de choses vis-à-vis de la thèse, parce que c'est vrai que je m'en étais malheureusement un petit peu écarté ces dernières semaines. Mais voilà, j'ai aussi des nouvelles par rapport à l'article numéro 1, réponse aux reviewers. J'ai eu des échanges très intéressants et débloquants, à vrai dire, avec les co-auteurs pour cet article numéro 1 de l'analyse de la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires. Je sais plus si j'avais été aussi clair ou si je voulais pas forcément dire la population, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai une belle idée de comment répondre aux reviewers, quelque chose qui conviendrait à tous les co-auteurs potentiellement. J'ai pas encore parlé à tout le monde, mais il y a une solution qui se dessine, un truc que je me sens capable de faire bien rapidement et en plus qui enfin pas transformerait, mais modifierait parce que je le modifie l'article d'une manière en racontant une histoire qui me convient encore mieux et qui correspond encore mieux à ce que je voulais défendre comme idée. Donc ça peut paraître bizarre de dire je fais de la science et je raconte une histoire, mais il faut bien présenter ces résultats de la manière la plus claire possible. Et il y a une petite notion de raconter une histoire et d'avoir réfléchir à un processus logique pour avancer. Les résultats sont ce qu'ils sont et on les change pas. Mais la manière de les amener et de faire comprendre au lecteur qui est parfois pas tant spécialiste que ça, parfois pas enfin, spécialiste que d'une branche, d'essayer de tout lui faire comprendre et lui faire comprendre l'impact de nos recherches. C'est ça l'histoire à raconter, mais c'est pas aller vers du faux, c'est encore une fois mettre en avant les bonnes idées de la bonne manière pour que les choses soient transmises et qu'on comprenne en quoi on pense qu'on a fait avancer la science, parce que finalement, il faut quand même prouver aux relecteurs qu'on fait avancer la science. Encore une fois, c'est pas, ça veut pas dire que je vais être prix Nobel et que je fais avancer la science, mais juste par définition, publier un article, c'est faire avancer la science, même si c'est d'un millimètre et que l'objectif est de plusieurs kilomètres. En publiant, on va vers l'avancement de la science. Et donc, pour moi, on va vers la découverte d'une vérité. Voilà, très poétique et philosophique comme partie thèse, mais ça me va bien. C'est globalement ce que j'avais à vous dire, si ce n'est les objectifs de la semaine prochaine que je vais regarder de ce pas. Tout simplement, étant donné que j'ai une meilleure idée de comment répondre aux reviewers sur l'article numéro 1, et on va se prêter à une modification de cet article, au moins une première version de la modification pour échanger et mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire. Et, bien avancer sur l'article numéro. Alors je sais plus, ça se trouve je mélange, je suis désolé, je devrais les nommer. Mais l'article numéro 2 me semble-t-il, donc celui dont j'ai parlé au début, l'analyse des échelles de mesure, et on va finir les résultats. Et si je peux amorcer la discussion, ce serait pas mal. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse. Alors maintenant pour ce qui est de la rubrique entreprise, un bel avancement.
Je réfléchis parce que j'ai signé un contrat, voilà, félicitations à nous. Merci de m'avoir suivi. Un nouveau contrat en plus. J'ai pas discuté de la communication liée à ce contrat, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce que je vous présente le projet, etc. Mais par définition, vu que j'ai pas explicitement demandé de partager sur les réseaux ce contrat, je vais respecter par défaut la confidentialité. Ah bah tiens, je vais me rajouter pour objectif la semaine prochaine de voir si on peut mettre en avant notre collaboration, échanger. Je pense que, et vous le comprendrez, ça fait presque partie du contrat de mettre le contrat en avant. Mais bon, bref, contrat ou pas, c'est un nouveau projet dans lequel je suis ancré. C'est mon troisième contrat signé avec une entreprise, entité, organisation. Bah, j'en suis content, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que des gens me font confiance en mes capacités pour les aider et travailler avec eux. Donc il n'y a plus y a plus qu'à travailler, et puis il y a plus qu'à, il faut être honnête, à ce que les prestations se finissent pour que les rétributions financières viennent aussi, parce que ça reste le nerf de la guerre. J'ai beaucoup d'élan sur le premier plan, des gens qui ont envie de travailler avec moi, mais voilà, là il serait temps de travailler, de faire les prestations. Donc c'est motivant en tout cas. Euh, Il y a eu il y a eu un sujet justement avec ce contrat sur lequel j'ai eu beaucoup de nouvelles. Alors malheureusement, je ne sais plus exactement ce que j'ai partagé dans le podcast d'avant. Et je sais plus si j'ai envie de donner toutes les informations. Voilà, je me fais un peu avoir par ma propre volonté d'être ouvert et de partager la confidentialité. Donc je vais essayer de garantir tout ça. Mais en tout cas, il y avait un sujet qu'il fallait que je partage et que je peux fondamentaliser pour éviter de parler de gens qui veulent pas qu'on les évoque. En fait, il y avait un sujet lié à faire de la recherche pour une structure et le lien avec le laboratoire. Alors, je n'avais pas encore bien compris ni la problématique ni les solutions, le podcast d'avant, donc je vais essayer d'être plus clair, et même si je me répète sur ce coup-là, je pense que c'est un sujet qui est important d'être porté. Quand on veut faire de la recherche en tant qu'étudiant, et donc financer sa thèse et à côté de sa thèse faire des articles, ça peut poser un problème au laboratoire auquel on est associé. Alors, si on est payé par le laboratoire, on n'a pas le droit de faire de la recherche à côté en tant que prestataire de service, parce que tout simplement, ça reviendrait à faire un travail sur la base du premier travail. Ça doit avoir un nom que j'ai déjà entendu, qui n'est pas très compliqué, mais ce serait comme travailler dans une boîte de conseil et ensuite aller voir les clients en direct et leur vendre des prestations en tant qu'auto-entrepreneur alors qu'on est salarié dans une entreprise. C'est quelque chose qu'on comprend qui peut pas se faire. Et donc c'est le cas dans la recherche. Un chercheur ne peut pas à côté faire des prestations de recherche avec du privé, en tout cas dans une relation commerciale privée avec une autre entité. Donc ça, c'est la problématique de base. Et donc moi, quand j'arrive en disant je fais ma thèse à côté, je la finance, et quand je la finance à côté, on peut se dire, quand je la finance à côté pour des prestations de recherche, où je fais potentiellement des articles, mais du coup là, le sujet, c'est plutôt de faire une étude en général, et on verra s'il y a publication après. Mais dans tous les cas, il pourrait y avoir cette problématique, mais cette problématique n'existe plus dans la mesure où, vu que je finance ma thèse, je finance ma thèse parce que j'ai pas d'argent du labo, donc je ne suis pas salarié, j'ai pas de relation en tout cas financière avec mon laboratoire, et donc je suis vraiment un étudiant finalement comme un autre dans ce laboratoire, et de par mon statut d'étudiant, ça me permet de pouvoir exercer professionnellement ce que je souhaite, tant que ça ne nuit pas, et ça c'est à voir à la limite avec ma directrice de thèse et le comité de suivi individuel, tant qu'il n'y a pas de souci sur comment je mène ma thèse, et je peux faire des prestations recherche à côté, ce dont j'étais pas sûr. Je peux le faire selon plusieurs conditions qui sont maintenant logiques maintenant que je les ai lues. Alors il faut savoir que ce que je vous dis n'est pas écrit noir sur blanc dans un texte, c'est plutôt un mélange des échanges que j'ai eus avec des personnes hautes placées dans ma fac, et aussi après ma lecture de globalement
tous les textes universitaires que je pouvais trouver, c'est-à-dire la charte des thèses, la charte éthique de ma fac, le règlement intérieur de ma fac, la loi sur le doctorat et la consultation du site et de conférences du comité éthique international le plus répandu, le COP, qui régit les règles éthiques des principaux journaux. Donc je suis allé voir du côté organisationnel universitaire comme du côté publication pour voir si aussi du côté publication ça pouvait gêner. Et donc, ce que je vous dis n'est pas écrit noir sur blanc, mais justement, en lisant, bah, il n'y a rien qui m'interdit ce que je fais. Il n'y a rien qui m'interdit de même publier des articles scientifiques à côté de ma thèse si je ne m'affilie pas au laboratoire. Parce que en m'affiliant au laboratoire, c'est-à-dire qu'en disant que je fais une recherche et qu'en dessous de mon nom, il est marqué laboratoire auquel je suis associé, en fait, ça implique une utilisation de l'image du laboratoire. Pour le laboratoire, ça veut dire que normalement, j'ai souscrit à ce que je vais faire, mais j'ai souscrit à des principes de confidentialité éthique, etc., sur lesquels il devrait avoir la main, il devrait avoir les données, avoir un droit de regard sur comment les données sont stockées, gérées, etc. Et même potentiellement un droit de, de garde sur l'argent qui est lié à ma relation, parce que si j'utilise en fait l'image, n'importe quelle ressource, que ce soit une ressource en termes d'image matérielle, humaine ou financière du laboratoire pour faire une prestation en privé, là il y a un conflit d'intérêts et donc ça pose problème. Mais donc si à côté de ma thèse, et que ça nuit pas à ma thèse, mais que c'est pas impliqué dans ma thèse, je fais des prestations de recherche qui peuvent mener à des articles scientifiques, mais que je m'affilie pas à mon laboratoire, que je demande pas à des professeurs de m'aider parce que ça ferait utiliser des gens du labo pour m'aider à faire une prestation, que j'utilise pas des logiciels fournis par la fac, du matériel, les bureaux ou les PC de la fac, je peux globalement faire des prestations en recherche comme bon me semble et même être chercheur indépendant et donc publier en tant que chercheur indépendant, c'est-à-dire de s'affilier soit à ma structure en tant que telle, soit m'affilier euh, à rien et donc dire aux journaux que je ne suis pas affilié à une institution. Ça n'est pas interdit, c'est même de plus en plus répandu. Et donc voilà, en fait, ce que je comprends, c'est que être chercheur indépendant, c'est simplement publier et de pas dire d'où on vient. Donc publier en tant qu'Alexandre Popiolek. Initialement, c'est Alexandre Popiolek qui vient de l'université de Reims, parce que je ne sais plus si je voulais être honnête et franc sur d'où je viens, mais je pense que ça pose pas de problème. Les informations sont sur LinkedIn. Dis donc, je fais pas mal attention à ma confidentialité aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend. Mais voilà, donc pour reprendre, euh, si on veut faire de la recherche à côté de sa thèse qu'on autofinance, donc ça va peut-être parler à une personne qui m'écoute, mais au moins, voilà, ça fait partie limite des problématiques les plus centrales du podcast, cette articulation privée-publique, et bien il faut se dissocier totalement en termes de ressources, d'images du laboratoire, et voilà, dissocier et savoir dire que ça c'est dans le cadre professionnel et l'autre c'est dans le cadre public. Alors pourquoi cette problématique a émergé? Parce que tout simplement j'ai voulu avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense pas que ce soit un problème. Euh, la crémière m'a tapé sur la main. Voilà, j'ai pas forcé. Je suis reparti qu'avec le beurre, mais c'est déjà très bien. En fait, ce que je voulais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire des études pour des entreprises, par exemple, et que ces entreprises me financent et que ce financement me permette de manger et payer mon loyer et que les études que j'ai faites pour les organisations soient potentiellement utilisées pour ma thèse, en tout cas les données. Mais si on veut le faire comme ça, si on veut que les données euh, soient dans ma thèse, c'est tout un autre stratagème et ça n'a rien à voir parce qu'en fait ce que je comprends c'est que les données privées restent dans le privé, les données publiques restent dans le public, mais si on veut qu'il y ait un échange, là il faut contractualiser avec le laboratoire et donc il faut faire les choses en amont, faire des conventions de partenariat entre moi, l'organisation et le laboratoire, ou juste moi et le laboratoire, et, ou l'organisation et le laboratoire, et moi je serais juste prestataire. En tout cas, c'est d'autres types de contrats qui m'intéressent pas parce qu'ils sont plus longs à être mis en place, parce que là, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire que ce soit inclus dans ma thèse, c'était vraiment de l'opportunisme.
Encore une fois, opportunisme, je trouve pas que ce soit un gros mot. C'est que bah, si tout le monde peut être content et que moi je peux faire une pierre deux coups, j'essaye. Si on me dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, c'était le cas. J'ai essayé de faire une pierre deux coups, de faire une étude pour une entreprise, une structure, et que cette étude puisse me servir dans ma thèse. Ça n'est pas possible pour des raisons légales et éthiques. Et donc voilà. Si je veux publier à côté de ma thèse et que ces articles ne soient pas inclus dans ma thèse, je dois ne rien avoir à voir, je sais pas, avec le laboratoire avec lequel je suis associé, c'est-à-dire ne pas l'utiliser comme nom d'affiliation et ne pas utiliser les ressources financières, matérielles ou humaines. Voilà, pour tous les doctorants entrepreneurs qui m'écoutent, vous savez maintenant, attention, j'espère que ces paroles ne seront pas retenues contre moi ou quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas des conseils juridiques, ce ne sont pas des certitudes juridiques. Je vous dis pas que assurément vous pouvez faire ce que je fais. Juste moi, j'ai assez lu et demandé à des personnes et gardé des preuves pour savoir que à la hauteur de mes connaissances et de ce que m'ont dit mes lectures et mes consultations, je suis dans mon droit de faire ce que je fais, même si je pense qu'il y a quand même un trou, on est un petit peu sur un flou juridique, et que si vous êtes beaucoup à être étudiant entrepreneur, à financer votre thèse vous-même, si dans 10 ans ce podcast a servi de guide pour le faire, posons les bases un jour pour mettre une loi précise dessus, parce que c'est pas vraiment précis dans ma situation, en même temps normal, vu que je suis un cas rare, en tout cas mon profil est assez rare, il n'y a pas de loi précise sur ça. Donc voilà, ce n'est pas une certitude, mais j'ai assez lu pour moi avoir un niveau de confiance assez haut pour continuer en tout cas sur cette solution de dissocier totalement professionnel et universitaire, et c'est beaucoup plus simple. Et le jour où il y a vraiment un beau projet et que je me dis ah ça peut vraiment être super important pour ma thèse, et ben là j'en parlerai à la fac avant et je rentrerai dans le processus long. Parce que là la problématique c'est que j'ai démarché la structure avant de démarcher le labo. Et puis, bah, du coup, les discussions ont avancé, on était prêt à signer le contrat, et ces questions ont émergé vraiment au dernier moment. Et voilà, je voulais pas dire à la structure, bon, bah non, on va reprendre avec le laboratoire, et ça va reprendre des mois, il faut faire signer par toutes les strates RH de l'université. Je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup freiné ma relation avec la structure, donc je le saurai pour la prochaine fois, comment faire si je veux lier bah, ma thèse vraiment et mes prestations, mais ce ne sera pas le cas pour cette fois. Voilà toutes les idées derrière cette signature, voilà pourquoi sur mes émotions et ma manière dont je me sens, c'est libérateur, parce que cette semaine il s'est passé des échanges, des doutes, du stress par rapport à me dire mince, j'avais pas vu venir ces difficultés, qu'est-ce que je vais dire à la structure, qu'est-ce que je vais dire au laboratoire, est-ce que je vais me faire enlever ma thèse. Euh, Vu qu'il n'y a aucun texte précisément qui me dit quoi faire, bah, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi, est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose d'illégal, de non éthique. Donc là, d'avoir trouvé un terrain d'entente avec tout le monde et d'avoir signé ce contrat, c'est vraiment libérateur. Donc quand je dis j'ai signé ce contrat, ça voulait pas dire signer en bas de la page et ça te prend 10 minutes dans la semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a pris du temps dans la semaine, parce qu'il y a eu des lectures, de la réflexion, du changement de contrat, des appels avec la structure pour trouver un terrain d'entente et essayer de faire quelque chose de sensé, légal, juste, éthique, parce que c'est ce que j'essaye de faire du mieux que je peux avec les informations que j'ai. Voilà pourquoi je suis content d'avoir signé ce contrat. Et il y a un autre sujet, c'est bah, on est dans la. Peut-être que s'il y avait des noms de saisons de podcast, cette saison s'appellerait Un article, une formation, parce que bah, j'ai parlé de l'article au début, maintenant on va parler de la formation. Formation burn-out, donc diagnostic du burn-out pour les médecins généralistes. Le but, c'est de leur apprendre à bien diagnostiquer le burn-out, mais aussi les diagnostics différentiels du burn-out pour bah, être plus précis, et parce que justement, on sait que souvent, il y a des doutes avec d'autres troubles psychologiques. Et eh bien, ça avance beaucoup. Je voulais le finir, je ne l'ai pas fini. Mais
je suis satisfait du rythme que j'ai, je suis satisfait de ce que je fais et du coup, j'ai pas tous les points dessus. Mais il y a eu un déblocage en fait. Bah, je stresse par rapport à cette formation. Euh, Parce qu'il y a un enjeu, parce que j'ai envie de faire les choses bien, vu que je vais parler à des médecins qui vont poser des diagnostics, qui vont arrêter des gens potentiellement, demander des arrêts de travail. Derrière, il y a des gens qui peuvent être arrêtés pendant des mois. Donc il faut faire les choses bien. J'ai attendu de demander l'avis à des proches dans le domaine de la psychologie par rapport à ce diagnostic et puis quoi faire, quoi recommander sur le burn-out, en plus de mes lectures. Et avec tout ça, ça y est, il se dégage vraiment un plan, une logique, des objectifs pédagogiques clairs. Et donc, on avance sur ce plan détaillé qu'il faut transmettre assez rapidement à l'organisme de formation. Ce qui sera fait la semaine prochaine. J'ai pour objectif de finir. Je suis pas loin, c'est un plan détaillé. Donc, le but, c'est vraiment de transmettre les grandes idées que je veux transmettre par sous-partie et par partie du plan. Et je suis vraiment en bonne route et justement je vois très bien où je veux aller. Maintenant c'est juste une question de temps et il faut le faire. Je sais où aller chercher les restes des infos. Et en plus j'ai eu validation d'une personne a fait sa thèse sur le diagnostic du burn-out chez les médecins généralistes. Et donc sa thèse est super intéressante et dedans il y a des informations et du matériel. Il a rédigé des cas cliniques avec des professionnels de santé, des médecins du travail, me semble-t-il, des médecins généralistes, des psychologues cliniciens et des psychologues du travail, pour essayer de faire des cas cliniques qui, à chaque fois, sont un petit peu entre le burn-out et un autre trouble. En tout cas, des signes cliniques qui montrent, par exemple, 80% de burn-out, mais 20% de dépression, par exemple. Et avec en plus des informations plus médicales que j'aurais pas pu rédiger pour vraiment semer des pistes. Et du coup, c'est des cas cliniques super précis, bien rédigés, contrôlés par des experts qui, moi, ça m'a tout de suite donné envie de les utiliser et d'en faire un exercice bah, vraiment de diagnostic, vu qu'ils ont bien été réfléchis pour semer des doutes et pour suivre quand même un diagnostic médical là où moi j'aurais pas pu le faire. Par exemple, je peux rédiger un signe clinique de quelqu'un qui a le burn-out, quelqu'un de fictif. Mais là, il y a des choses, je sais pas, par exemple, il n'y a pas d'hypertension, etc. Des choses que moi, qui pour moi veulent rien dire dans mon diagnostic, parce que je me place que dans un plan psychologique, mais des choses qui ont un sens dans le diagnostic vraiment complet du médecin. Et donc, c'est un petit peu une mine d'or, une mine d'informations que je voulais utiliser. Et donc, tout simplement, j'ai demandé à la personne qui faisait sa thèse d'utiliser ce matériel, en tout cas ses cas cliniques et sa thèse pour ma formation. Et il m'a accordé le droit de le faire en respectant la propriété intellectuelle. Donc son nom et sa thèse seront largement partagés, évoqués dans mes formations. Et donc il me fallait un petit peu ça pour me projeter, parce que je me dis, ah, si je peux vraiment utiliser cette thèse, c'est trop bien, je sais où je dois aller. Si je peux pas l'utiliser, ok, il va falloir que je fasse d'autres choses. Donc c'est un petit peu ralenti, mais j'ai eu la réponse hier, je peux utiliser. Donc voilà, encore quelque chose de débloqué, même si le plan n'est pas fini. Le plan bah, devait... en fait, il fallait que je me remette dedans déjà, et en plus, il fallait que j'ai l'avis de la thèse dont j'aimerais me servir. Et c'est fait, donc voilà, on avance. Semaine prochaine, on envoie le plan détaillé, on le soumet à l'ANDPC, l'instance qui va décider si le, la formation est valable pour rembourser les personnes qui participeront à la formation, et si cette grande instance valide, par l'intermédiaire de l'organisme de formation. L'organisme de formation me dit c'est bon. Il me ramène des personnes intéressées, je les forme, et puis voilà, ça commencerait enfin à tourner. Donc c'est encore des projets de plusieurs semaines, de plusieurs mois. La NDPC a jusqu'à 2 mois, mais c'est quelque chose qui avance et qui fait plaisir. Pour ce qui est des objectifs de la semaine prochaine pour l'entreprise, eh bien tout simplement finir ce plan du diagnostic du burn-out, l'envoyer à l'organisme de formation, et m'intéresser à des bourses et des prix d'entrepreneuriat étudiant, d'entrepreneuriat jeune, etc., qu'il y a dans ma région. Il y en a au moins 5, et donc à chaque fois, il y a, bah, déjà il y a un peu de visibilité à avoir, et puis il y a peut-être des prix et des lots à gagner qui peuvent être intéressants, me donner un coup de pouce. Donc je vais m'intéresser à ça, potentiellement monter les dossiers. Je pense que les dossiers sont pas très différents, donc
Sûrement que une fois que j'ai monté deux dossiers, généralement les lettres de motivation, de présentation de mon projet, etc., vont se ressembler. Et je pense que ça peut être intéressant. J'estime que 5 prix concours, bah, j'ai ma chance de pouvoir avoir une place dans l'un d'entre eux et puis me faire un petit peu connaître dans la région et pourquoi pas avoir un petit coup de pouce financier. Donc voilà, tout simple. On est toujours dans la veine d'avoir peu d'objectifs mais importants. Objectif entreprise, fin du plan et intérêt plus début de constitution des dossiers pour les bourses, les concours, les prix étudiants, entrepreneurs de ma région. Nous allons pouvoir passer à la rubrique développement personnel. Et pour cette rubrique, j'ai deux choses intéressantes à vous dire, peut-être courtes, mais qui m'intéressent. Alors, je suis dans ma première semaine de mon entraînement à la concentration, en tout cas. Ça a été, j'ai pas pu la suivre tous les jours de la semaine, donc je me suis donné, je me l'étais attribué sur 2 points, je me suis donné un point sur deux. L'autre point sur deux, c'était sur le plan de la formation que j'ai pas fini, que je voulais finir. Voilà ma perte de points cette semaine, mais comme je le dis, il y a tellement de déblocage. J'ai tellement fait attention même à moi, au rythme, travailler plus comme quand il fallait, arrêter, travailler moins quand j'étais content de ma journée, que je mérite de m'attribuer un 10. Donc je dois avoir. Attendez, je vais compter en fait. Ok, donc je viens de compter, j'ai 10 sur 12, donc dans tous les cas, 10 sur 12, ça me revient à une très bonne note, donc j'arrondis au supérieur parce que je sais que ces notes sont, je suis allé les chercher et que j'ai vraiment passé une semaine débloquante. Donc c'est pas de la triche, c'est un arrondi au supérieur majoré parce que bah, c'était vraiment une bonne semaine pour tout ce que ça implique. Donc première semaine sur la concentration, un point sur deux attribué néanmoins, parce que j'ai pu appliquer que ce que j'ai prévu 3 jours dans la semaine. Je m'en veux pas parce que je crois que le reste c'était une réunion et puis un déplacement, et pareil, toujours pareil, quand il y a un déplacement je peux travailler mais moins. Les déplacements et ces réunions étaient importantes dans ma vie, donc voilà, pas de problème. C'était pas une semaine parfaite, mais comme ça arrive, en tout cas, je ne me flagellerai pas sur ce sujet. Et donc, nous étions dans la semaine 30 minutes, c'est-à-dire des blocs de 30 minutes, 30 minutes d'attention, 5 minutes de pause, et ça 4 fois. Et ensuite, il me semble que c'était du 3 fois 10, 3 fois 10 minutes. Avec, pour les blocs de 30 minutes, une attention, un rythme normal, on se laisse aller, juste on fait bien les pauses toutes les 30 minutes. Et quand on fait 3 fois 10 minutes, on essaye d'être rapide. Alors, en effet, comme je l'avais prévu au début, la difficulté c'est de bien de s'arrêter au bout de 30 minutes, parce que quand on vient juste d'arriver, on travaille et au bout de 30 minutes on doit faire une pause, c'est compliqué. Par contre, je pense que ça participe grandement à la fatigue sur le long terme, donc c'est inversement corrélé à la fatigue de la journée, je pense. Et donc, faire des pauses quand on n'est pas fatigué, c'est comme l'eau en fait. Il faut boire quand on n'a pas soif, il faut faire des pauses quand on n'est pas fatigué, parce que après c'est trop tard. Ça, je sens déjà que c'est une logique qui fonctionne bien. Euh, c'est très très agréable aussi de se dire, là je fais des blocs de 30 minutes, la semaine prochaine ça va être 40. N'essaye pas d'être rapide, vas-y sur ton rythme normal, parce que voilà, la constitution de ce programme, c'est de se dire, quand les coureurs veulent s'améliorer, ils essayent pas toujours de courir vite, ils essayent de courir plus longtemps à un rythme où ils n'ont pas l'impression de forcer. Et en fait, bah, ça fait du bien dans le travail. Moi, j'avais tendance du coup à viser le marathon en essayant toujours d'être à fond dans tous mes entraînements. Et bah, c'est compliqué à suivre. Et là, en fait, donc je me tourne pas les pouces du tout, mais justement, je me prends pas la tête sur le rythme. Et bah, ça permet d'être un peu plus calme avec soi-même. Et en plus, en se disant qu'il y a une certaine logique d'amélioration en faisant ça, franchement, ça fait du bien. Donc sur les blocs de 30 minutes, pas de problème, à part voilà, faire des pauses et ce dernier sujet-là. Et il y a aussi, donc après ces blocs-là de 30 minutes, il y a des blocs de 10 minutes où là, j'essaye d'être rapide et j'essaye d'être intense. Très intéressant. Je pense que je suis pas sûr que c'est un exercice qui s'y prête, ou 10 minutes c'est peut-être trop court, parce qu'en fait il y a une sorte
il y a une sorte d'excitation. Et en fait, par exemple, il y a des choses que je peux faire vite. Si je dois faire plein de manips sur Excel, je peux essayer de le faire le plus vite possible. Mais quand c'est de la prise de décision, ou quand c'est écrire un mail important et essayer de trouver une bonne tournure de phrase, bah, en fait, c'est un côté paralysant d'essayer d'être à fond, parce que du coup, dans ces moments-là de 10 minutes, j'essaye d'être à un fort niveau d'investissement, d'être rapide. C'est compliqué, on finit limite par trembler. Bon, quand je dis ça, on dirait que je passe peut-être pour un fou, mais d'être en mode ah, je sais pas quoi faire là dans la seconde alors que je suis censé faire quelque chose de rapide. C'est difficile d'être rapide quand on n'a pas une tâche précise et répétitive, je trouve. Donc c'est peut-être une première limite. C'est peut-être aussi que j'ai du mal à enclencher cette manière rapide de penser et que du coup je vais m'améliorer au fil du temps. En tout cas, c'est assez pertinent pour ne pas me faire perdre de temps non plus au travail et me motiver. Et puis, il y a quand même un élan de focus et quelque chose d'intéressant. Et je me sens à la fin de cette matinée, du coup, de plusieurs blocs longs, faible intensité, et plusieurs blocs courts, haute intensité. Je me sens vraiment fatigué et j'ai vraiment l'impression d'avoir couru 30 minutes et puis d'avoir fini en sprint. Mon cerveau, je le sens vraiment comme ça. Donc, je sais pas, il y a une sensation quand même d'entraînement qui est super satisfaisante. En tout cas, ça fait partie des sujets, moi, qui me tiennent, de savoir que je suis en train de m'améliorer, de m'entraîner. À continuer, je me suis noté, du coup, ma concentration, ma fatigue et ma productivité au long de la semaine. Concentration, il n'y a eu que 3 notes, du coup, lundi, mercredi et jeudi. Concentration 8, 7 et 10. Fatigue, le nombre c'est lundi, mercredi, jeudi. Fatigue 1, 2 et 1, donc peu fatigué, et productivité 9, 8 et 7. Donc une baisse de productivité ressentie au fil de la semaine, ce qui peut être logique. Je me dis que ces notes qualitatives vont être compliquées parce que euh, si je commence à 8, comment je vais me sentir à la fin du programme? Est-ce que c'est le meilleur système de notation? Est-ce que c'est un système de notation qui me permet de mettre en avant une évolution? Parce que en fait, peut-être que là, j'ai un 8, mais que mon 8 dans 6 semaines, ce sera, je serai vraiment beaucoup plus concentré, mais juste mes sensations est pareil. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais par rapport à mon potentiel de concentration maximale, eh ben, je vais peut-être rester à 8, mais si je reste à 8 tout le temps sur des moments le plus longs, bah, c'est ça. Bon, d'ailleurs, du coup, je suis en train de comprendre peut-être une manière de le mesurer, de faire un espèce de rapport sur le temps et l'efficacité. Parce qu'en effet, si j'arrive à tenir un 8 sur 10 de concentration quand je serai à des blocs de 90 minutes, il y aura une progression. C'est peut-être ça, ça veut peut-être dire qu'il faut faire plusieurs semaines à 30, plusieurs semaines à 40, plusieurs semaines à 50 pour comparer. Voilà, ça ferait des programmes qui se multiplient par 7 parce que c'est par 7 semaines, donc 14 semaines, 21 semaines, moi je suis pas certain de vouloir tenir aussi longtemps. Donc écoutez, on va continuer, mais voici ce que j'ai pensé du sujet concentration voilà, je vais continuer, c'est intéressant. Euh, j'ai fait du coup la tâche de Mackworth pour vérifier ma concentration. J'ai fait 10 minutes. Je me dis que sincèrement, j'ai pas envie de faire cette tâche pendant 1 heure. Pour l'instant, on fait 10 minutes. On verra sur 10 minutes. Je sais que j'ai déjà eu des erreurs, etc. Donc il y a déjà une marge de progression. Et on va faire 10 minutes tous les lundis. Et ce que ça me fait, en fait, c'est que cette tâche ressemble beaucoup à de la méditation, je trouve. Et quand je la fais, ça m'apaise et je sens un peu être dans un état que je retrouve après quand je travaille. Et je me dis, ah d'accord, je vois en fait quelle sensation je ressens quand je suis concentré de manière maximale. Et il y a un petit truc d'activation de me dire, ok, je vois comment me mettre dans cet état-là. Et du coup, c'est un espèce de méta méditatif, mais finalement de concentration. Et je fais beaucoup plus le lien du coup entre cette tâche et le travail plutôt qu'en la méditation et le travail. Donc je m'y retrouve dans ce truc-là et voilà, on va continuer en tout cas sur cette lancée. Pour continuer, il y avait le sujet des habitudes. J'ai repris les habitudes et leur notation. En effet, les noter et reprendre la note sur le carnet, ça fait du bien, ça permet de plus la suivre et du coup là, je suis à 90%. J'ai pas marché. D'habitude, je tiens quasiment tout le temps mes 7000 pas dans la journée. Là, c'est le seul truc que j'ai pas fait 2 ou 3 jours, mais ce qui me permet quand même d'être à 90%.
Le reste, tout a été fait. Le sommeil sans réveil, ça marche toujours bien. Voilà, rien à dire sur ce thème-là. Et pour la semaine prochaine, on va continuer, appliquer le programme de concentration et appliquer la mise en place des habitudes quotidiennes. Voilà pour ce qui est de la partie développement personnel. J'aimerais finir sur une phrase qui est peut-être un retour de la rubrique mindset, mais je pense pas faire 10 minutes sur le sujet. Euh, je me suis noté une phrase qui m'habite, qui commence à me faire du bien. C'est tes choix seront l'histoire que tu raconteras. En fait, j'écoute énormément de podcasts, j'écoute énormément d'interviews. Les documentaires et les films que j'aime bien, c'est inspiré sur des faits réels et je suis assez intrigué de manière générale par la manière dont les gens ont mené leur vie et c'est quelque chose qui m'inspire. Je peux même pas citer des gens qui m'inspirent très connus parce que vraiment beaucoup d'histoires de gens qui sont pas Elon Musk m'inspirent dont des youtubeurs, des entrepreneurs. Je sais que youtubeur, ça peut paraître ridicule, mais ouais, je suis inspiré par la manière dont les gens mènent leur vie. Et en fait, je me rends compte que on a beau nous donner les conseils qu'on veut, chaque personne finit par avoir un chemin qui lui est propre. Et ça me rassure un peu parce que je suis toujours en quête d'essayer de faire les bons choix, d'aller vers la vérité, la manière de faire les choses. Et je vais un peu plus vers ma manière de faire les choses, et c'est de faire mes choix par rapport à qui je suis et qui je veux être. Ça m'aide à être plus sûr de moi et plus bienveillant vis-à-vis des autres, parce que je me dis, on a tous un sac à dos avec des outils différents, et on essaie tous de passer, de traverser une forêt tropicale, et chacun avec ses outils et sa manière de les utiliser. En fait, écouter les autres, là où on pourrait croire que ça me donne envie de faire comme eux, en fait, ça me donne envie de faire comme moi, parce que je me dis, ah, ils l'ont vraiment fait à leur manière et dans leur logique. Et ouais, c'est quelque chose qui me parle en ce moment. Donc, tes choix seront l'histoire que tu te raconteras, que tu raconteras. Bah, je vais la refaire parce que c'est ma phrase de conclusion. Tes choix seront l'histoire que tu raconteras. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me parle. On va essayer de garder ça en tête, de faire les bons choix et puis de les raconter parce que c'est l'objectif de ce podcast. Quelle belle phrase de conclusion pour vous dire merci de votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours. Et une très bonne semaine à vous. J'espère que la mienne se passera bien. Et à la semaine prochaine, à lundi prochain, lundi matin.